En fait, Monsieur Christian Perrin, Oui, ce que je veux vous dire, c'est que le système s'est enrichi. Le système se bat pour protéger ceux qui se sont enrichis. Vous voyez bien qu'ils n'ont jamais déclaré leur patrimoine. Ils font tout pour protéger ceux qui ont volé. Il faut utiliser le mot. Monsieur Christian Perrin, sur les menaces, je suis heureux que vous en parliez. Je suis heureux parce que je suppose que vos médias, avec ce que vous dites, les Congolais ont découvert que vous vous battez pour que les Congolais soient imprégnés par la vérité. Et c'est ça qui gêne. On ne dit pas que c'est faux, mais on dit qu'on menace pour aller tuer. J'ai suivi deux vidéos, une de Ayat Tonga et une autre d'un autre site internet où on a dit que Clément Mirassa était en danger de mort, qu'on cherchait à me tuer. Mais ça se passe pourquoi? Mais parce que je dis la vérité. Parce que ce que je dis avec vous dérange. Que ce soit Clément Mirassa, que ce soit vous, vous dérangez. Sur cette question, ce que je dis, Monsieur Christian Perrin, nous n'avons aucun intérêt à baisser les bras. Nous devons au contraire résister, faire en sorte que nous apportons la vérité aux Congolais, quelles que soient les menaces. Je dirais à ceux qui me menacent de mort, etc., ils doivent avoir honte. Le 18 mars 1977, le président Marien Ngouabi aurait été tué dans sa résidence personnelle. Est-ce que c'est à l'honneur des Congolais, ça? Et quelles sont les responsabilités qui ont été établies? Jusqu'à présent, beaucoup de Congolais pensent que la vraie vérité n'a jamais été connue, n'a jamais été dite. Je suis chrétien, je suis préoccupé de ce que, en mars 1977, le cardinal Émile Biayenda ait été enlevé dans les conditions que l'on connaît. Ça ne suffit pas. Tous ces morts, on dit que le 5 juin 1997, le bilan fait apparaître près de 500 000 morts. Ça ne suffit pas aux gouvernants congolais. Et pourquoi, lorsqu'on les appelle au dialogue pour résoudre ces problèmes dans la paix, par le dialogue, pourquoi ils refusent et ils veulent toujours utiliser les procédés pour lesquels ils semblent être les grands spécialistes? Mais je dis, tout ça a une limite. Mais ça ne fera plus peur aux Congolais. Je vous encourage, M. Christian Perrin, en tant que média télé TV. J'encourage vos collègues de Jana TV pour que vous persévérez. mesdames, messieurs, bonjour et merci d'avoir encore choisi TELAR TV avec moi sur ce plateau, Clément Mirassa, président de la Fédération de l'opposition congolaise pour décrypter l'actualité socio-économique et politique du Congo-Brazzaville. Bonjour Clément et merci d'être encore avec nous sur TELAR TV. Bonjour Christian, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonjour également à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TELAR TV. Je vais donc vous prier de liker, d'aimer notre page, de partager massivement cette émission pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, mais aussi de nous laisser un petit commentaire à la fin de cette émission. Ça fait toujours du bien et cela nous encourage bien entendu à continuer à vous informer. Moi, c'est Christian Perrin si vous nous avez rejoints pour la première fois sur TELAR TV. Clément Mirassa, nous allons commencer par l'aveu de Denis Sassou Nguesso, 40 ans de pouvoir, son partage après. Le verre est dans le fruit, a-t-il dit, et ce, dans tous les secteurs d'État. Que faut-il comprendre par ces mots? Merci bien, Christian. Avant d'aborder cette question, je voudrais revenir sur un point très important de l'actualité. Vous savez qu'il s'est passé un événement très important, surtout pour nous les Congolais. Aux États-Unis, on a vécu l'inculpation de Donald Trump, ancien président des États-Unis. On a dit que c'était une première. Et au Congo, ça fait réfléchir beaucoup de Congolais. Parce que vous savez, lorsqu'on a adopté cette constitution du 25 octobre 2015 qui devait faire évoluer soi-disant les institutions, il y a un article 96 très préoccupant pour les Congolais, parce que cet article 96 dit en fait en esprit ce qui suit. Un ancien président ne doit pas être suivi pour les crimes, pour les délits qu'il aura commis pendant l'exercice de ses fonctions. Et je pense que c'est un des problèmes extrêmement importants au niveau de la vie politique du Congo. C'est une question de droit, surtout que l'article 15 de la même constitution dit que tous les Congolais
sont égaux devant la loi et personne ne doit être avantagé, ne doit pas être désavantagé par rapport à sa condition, etc. Je le dis parce qu'il est bon, au moment où on va parler de cette question du ver dans le fruit, que l'on sache qu'à travers le monde, on suit ce qui se passe en Afrique du Sud avec l'ancien président Zuma, on suit ce qui se passe en Mauritanie avec l'ancien président, et je crois que c'est une préoccupation qui doit être suffisamment prise en ligne de compte au Congo, parce qu'il faut le dire et le dire avec force. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et on ne peut pas même accorder au président de la République le droit de poser des graves problèmes du genre crime, du genre délit, etc., sans que cela ne puisse avoir une suite au niveau de la justice. Je pense que c'est une porte qui serait ouverte à un certain nombre de dérapages et avec ce que nous connaissons au Congo, ce n'est pas très important. Là, vous parlez des anciens présidents de la République, ils sont plus en fonction, donc on peut penser que bon, le jour où Denis Sassou Nguesso ne sera plus en fonction, lui également pourrait répondre devant la justice, sans problème. Non, c'est difficile, monsieur Christian Perrin. Je vais vous relire l'article 96 de la Constitution du 25 octobre 2015. Il est dit ceci. Aucune poursuite pour des faits qualifiés crimes ou délits ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Et écoutez bien, la violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. Vous voyez ce qui est écrit dans la Constitution congolaise, qui diffère. Oui, mais cela vaut pour le Congo, bien entendu, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi des lois supranationales. On peut le rattraper à partir de là. Il n'y a pas que les crimes économiques au Congo, il y a aussi des crimes contre l'humanité. Et pour cela, il peut être rattrapé qu'on le veuille ou non. Alors, donc, je voulais que vous nous disiez tout de même que faut-il comprendre de cette phrase, de ces mots, le ver est dans le fruit, 40 ans après. Je vous dirai de façon simple ceci. Oui. 40 ans après, les Congolais ont eu la chance de voir le président de la République faire le bilan de sa présence à la tête de l'État. C'est un échec cuisant qu'il reconnaît lui-même, d'autant qu'il dit aux magistrats, et il le dit lors d'un conseil supérieur de la magistrature, tout en sachant quel est le rôle que la justice joue dans une démocratie ou dans un état de droit, il dit qu'il ne s'agit pas seulement de la justice, mais il s'agit de tous les secteurs, d'État. Et ça, c'est très grave. Et si je reprends la Constitution, M. Perrin, je prends l'alinéa 3 de l'article 64 de la Constitution, qui dit exactement ceci. Le président de la République est garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. Cette phrase, au-delà de ce que l'on peut dire, dit correctement que le président n'a pas réussi, n'a pas été capable d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et c'est très grave, c'est très grave. J'ajouterai d'ailleurs, avant que vous ne repreniez la parole, qu'on s'est référé un peu à l'Internet pour avoir une meilleure compréhension de cette allusion, de cette phrase très importante. Et on a dit que ça évoque une situation qui se dégrade durablement. Et lorsque nous avons régulièrement dit que le Congo allait mal, très mal, il y a des gens qui ont essayé de riposter, de contester cela. Mais cette fois-ci, ça a été dit d'une autre façon par le président Denis Sassou Nguesso lui-même. Le pays va mal, très mal. Maintenant, M. Christian Perrin, la question, c'est de savoir depuis quand le ver est dans le fruit. Et je pense que c'est ça la question fondamentale sur laquelle il faut revenir. Et pour ça, à mon avis, il faut revenir un peu sur l'histoire de notre pays, en particulier l'histoire avec la création du Parti congolais du travail le 31 décembre 1969. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, je vais essayer de vous donner quelques repères. Parmi les repères que je peux vous donner, vous savez bien que le 22 février
1972, il y a eu ce qu'il y a eu dans ce pays, ce que l'on appelle le mouvement du M22, qui déjà avait épinglé ce que l'on appelle assez vulgairement l'obumitrie, l'oligarchie bureaucratique, militaire, tribale, etc. Et je pense que ça n'a fait que se renforcer. Maintenant, quand on continue, il y a eu toute une succession de coups d'État. Nous avons la déclaration du 12-12-1975 qui permet également de se demander, parce qu'on fait le constat de ce que le pays ne marche pas. Bon, après, vous avez le 18 mars 1977, la mort du président, la mise en place d'un comité militaire du parti. Quand on approche, on va à la conférence nationale, on adopte la constitution de 1992, et vous savez qu'après, il y a la guerre du 5 juin. Il y a la guerre du 5 juin. La constitution consensuelle de 92 est abrogée. On a un acte fondamental. On rentre dans une nouvelle constitution, celle du 20 janvier 2002, pour laquelle, semble-t-il, on avait prévu 2 mandats, enfin un mandat de 7 ans, une fois renouvelable. Et là, le gros problème commence pour notre actualité maintenant. Le problème qui commence, c'est quoi? Vous avez, M. Christian Perrin, vous avez un livre très important. C'est ce livre. Et par rapport à ce qui est dit est très important parce que je vais vous lire ce qui est dit à la page 89. La question est posée à M. Denis Sassou Nguesso. On lui pose la question suivante. Les plus âgés font-ils la place aux plus jeunes? Écoutez la réponse dans le livre de M. Denis Sassou Nguesso. Sans aucun doute, ceux de nos dirigeants politiques qui peuvent être considérés comme des anciens commencent à quitter la scène. Qu'il s'agisse de Kolela, de Yombi, de Lissouba et d'autres. Moi-même, d'ailleurs, à 66 ans, 66 et 67 ans, je commence à envisager la sortie. Parce que notre Constitution stipule que à plus de 70 ans, on ne peut plus être candidat à la présidentielle. Et le journaliste lui repose la question, cela veut-il dire que si vous êtes réélu en juillet 2009, ce sera votre dernier mandat? Écoutez la réponse de M. Denis Sassou Nguesso. En tout cas, la Constitution précise que le président ne peut effectuer plus de 2 mandats. Alors, la suite, vous connaissez la situation. Mais dans la situation qui vient par la suite, M. Christian Perrin, ce que les Congolais ont découvert ces jours-ci, c'est la déclaration de Jean-Louis Debré, qui était responsable au niveau du Conseil constitutionnel en France, qui avait été consulté par le président Denis Sassou Nguesso, par le biais du ministre Hugues Ngolondele, son beau-fils. Et lorsque cette question a été posée, de savoir au président Jean-Louis Debré, de savoir qu'est-ce que le président Sassou pouvait faire pour se maintenir au pouvoir, il a pris le texte de la Constitution du 20 janvier 2002. La réponse a été qu'on ne peut absolument rien faire, il ne peut pas avoir changement. Donc aujourd'hui, par rapport à votre question, il peut y avoir beaucoup d'interprétations, mais par rapport à cette interprétation, je dois dire que les gouvernants congolais ont changé, ont tout fait. On a eu des morts dans nos rangs, ont tout fait pour procéder au changement de constitution, tout en ayant des avis qui leur disaient que ce n'était pas possible. L'avis favorable qu'ils ont pu obtenir, c'est certainement celui de la Cour constitutionnelle congolaise. Mais ça se comprend parce qu'on est dans le domaine du droit. Je crois que Jean-Louis Debré avait également la maîtrise du droit. Mais maintenant, on constate dans les faits, M. Christian Perrin. Et c'est là où le verre est dans le fruit. Que tous ceux qui ont procédé, qui se sont battus pour procéder au changement de constitution, soi-disant pour faire évoluer les institutions, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Et je ne pense pas me tromper en disant que depuis 2002, et c'est l'un des aspects que je considère important au niveau de ce que l'on dit que le verre est dans le fruit, c'est véritablement ça, parce que assez souvent, on est passé rapidement sur un certain nombre de faits et d'événements importants qui nous ont conduit parfois à des situations dramatiques pour notre pays. Lorsque vous parlez de l'obumitrie, alors donc c'est
ce système qu'on avait installé et qui aujourd'hui est à l'achèvement, puisqu'après, ceux-là même qui ont installé ce système, qui a détruit totalement le Congo, qui a pillé le Congo, qui a volé le Congo, déclarent que le ver est dans le fruit. Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte. Monsieur Christian Pelle, ce n'est pas maintenant qu'il se rend compte. Le fait, parce que quand cette déclaration est faite à quel moment, monsieur Christian Pelle? Cette déclaration est faite en plein Figagé, c'est-à-dire en pleine découverte par les Congolais de ce que l'impunité régnait dans ce pays. Une fois de plus, il y avait flagrance dans les faits qui sont reprochés à Madame Jacqueline Lydia Mikolo. Les gens s'attendent à ce que la justice suive son cours. Et le président se rend compte qu'il ne peut pas rester silencieux devant cette situation. Mais M. Christian Perron, on va peut-être revenir là-dessus. Quelle est la suite de l'affaire de Jacqueline Lydia Mikolo? Comme toutes les affaires, les Et gouverneurs... qu'est-ce que cela donne? Qu'est-ce que cela donne aujourd'hui? À quel niveau se trouve-t-on? Nous avons suivi le dernier épisode. Le dernier épisode, c'était quoi? Mais les Congolais pressentaient déjà que la tendance du gouvernement, c'est de protéger ceux qui se sont enrichis illicitement. Le Figagate dans lequel Mme Lydia Jacqueline Nicolo est impliquée, met à nu suffisamment le système d'enrichissement des dignitaires du pouvoir congolais, des membres du bureau politique du PCT, etc. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un scandale de ce genre. Monsieur Christian Perrin, est-ce que les Congolais ont oublié l'histoire des 14 000 milliards de francs CFA pour lesquels le président de la République avait lui-même déclaré qu'un audit allait être fait chaque année? Et depuis, on demande l'audit n'est pas fait. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai écrit à la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Donc, une fois qu'il y a eu beaucoup de chaleur, mais le fait nouveau qui s'est produit par rapport au Fidegate, c'est qu'il y a une partie des jeunes du Parti congolais du travail qui ont considéré cela comme intolérable parce que chaque fois qu'on essaye de mener une action favorable aux jeunes, il y a toujours détournement des deniers publics et les jeunes se retrouvent sur le carreau avec un chômage endémique, avec des problèmes d'emploi, etc. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le Figagate, ce n'est pas le seul problème. On avait déjà connu d'autres problèmes avec les 14 000 milliards d'excédents budgétaires pour lesquels le président de la République lui-même avait déclaré, aucun Congolais ne le lui avait demandé, c'est lui-même qui avait déclaré que l'argent allait être déposé dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et que chaque année, la Cour des comptes et des disciplines budgétaires allait faire un audit. La Cour des comptes est là, mais il n'y a jamais eu d'audit. Et quand on réclame l'audit, ça devient maintenant un problème. En fait, M. Christian Perret, oui, ce que je veux vous dire, c'est que le système s'est enrichi. Le système se bat pour protéger ceux qui se sont enrichis. Vous voyez bien qu'ils n'ont jamais déclaré leur patrimoine. Ils font tout pour protéger ceux qui ont volé. Il faut utiliser le mot. C'est des vols. Et si on a hurlé, on a crié dans ce pays, Youlou a tout volé, s'il suffit la liberté, nous rebâtirons de nouveau. Il faut que l'on sache qu'on ne peut pas accepter et tolérer la voie du vol parce que c'est la voie de l'autodestruction du pays et que les responsables doivent en répondre. évidemment, puisque vous parlez déjà des 14 000 milliards, donc 28 milliards de dollars qui ont disparu comme ça, qu'on a volé, parce que c'est le terme qu'il faut dire, sous Denis Sassou Nguesso. Et là, nous avons des informations comme quoi Denis Sassou Nguesso et son fils ont déplacé ces comptes-là pour mettre cet argent ailleurs. Et nous avons des informations là-dessus, on peut défendre cette thèse. Alors, donc, il y a ces 14 000 milliards, mais il y a aussi des détournements ou des vols qu'on n'a jamais évoqués, qui commencent aujourd'hui à déranger d'ailleurs, en dehors des Panama Papers, les Pandora Papers, la dernière révélation ou les révélations faites par le quotidien Libération, peut-être qu'on y reviendra. Il y a le détournement, sinon le vol de 400 millions de francs CFA, soit 600 000 euros, volés par l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Hugues Ngouélondélé, qui est le Sassou Nguesso. Alors, est-ce que cela veut dire que lorsqu'on est dans le cercle de Denis Sassou Nguesso, cela vous donne finalement un blanc-seing pour piller
les finances du Congo sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Je vous ai dit que le pouvoir est pris entre le marteau et l'enclume. Ils ont fait beaucoup de déclarations. Je vous rappelle l'une des déclarations qui a été faite par Axel Ndinga Makanda, qui disait que le PCT ne soutenait pas ceux qui détournaient les fonds et que le PCT sera le premier à les châtier, à les dénoncer. Depuis qu'on parle des Panama Papers et autres, le PCT est silencieux. Le PCT a fait deux courtes apparitions lorsqu'on a parlé du président Denis Sassou Nguesso dans les Pandora Papers. Ils ont fait une déclaration pour dire que c'était la diffamation. Lorsqu'on a parlé du président Sassou dans l'enquête Libération en liaison avec Lucien Bata, ils ont dit que c'est la diffamation. Mais ce n'est pas ça que les Congolais attendent du président Sassou Nguesso et de son parti, le Parti congolais du travail. S'il s'agit de diffamation, nous exhortons et le Parti congolais du travail et le gouvernement et le président de la République à porter plainte contre Libération pour diffamation pour que la vérité éclate. Pourquoi quand on arrive là, ils sont bloqués et ils pensent compter sur le silence? Maintenant, je vous dis, ce qui apparaît aujourd'hui, quand vous prenez les Panama Papers, la plupart des personnes qui sont impliquées, c'est lesquelles? C'est les membres du bureau politique du Parti congolais du travail. C'est les membres du comité central du Parti congolais du travail. Et lorsqu'on parle dans une société qui veut parler de bonne gouvernance, surtout après qu'on ait caché la dette, mais dès qu'on parle de vote, automatiquement, les organes de contrôle doivent se saisir de ce dossier pour faire la lumière, y compris pour la personne qui est mise en cause. Mais pourquoi au Congo, les organes de contrôle disparaissent et ne font pas ce travail? Mais tout simplement, je vous rappelle quelque chose, et je reviendrai assez souvent là-dessus, M. Christian Perrin, il faut que vous preniez la déclaration de M. Denis Sassou Nguesso lors de son discours d'investiture en août 2009. Il a dit quoi? Il a dit qu'en dépit des efforts multiformes qui ont été déployés, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude, de concussion, de détournement des deniers publics et autres. Et il précise, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Donc, depuis 2009, le président Sassou sait que ceux qui détournent les deniers publics, en majorité, c'est les responsables. Ce sont les gouvernants, ce sont les gouvernants, ils l'ont dit tout à l'heure. Et c'est un système qui se forme, qui se protège entre eux. Vous avez l'affaire Jean-Pierre Tister-Chikaya, vous avez l'affaire l'autre, la ministre Doukaga, entrant au tourisme en 2021, a mis en cause sa ministre qui sortait à Arlette Soudan-Nono sur des questions de malversation. Donc, vous avez pratiquement des gens, et vous vous rappelez de la déclaration de Jean-Bruno Richard Itoa lors des législatives. Tokoti Kapete, nous y sommes, nous y resterons. Ça veut dire que, en fait, la démarche du 5 juin 1997 est une démarche qui a conduit à un enrichissement illicite d'un certain nombre de personnes, d'un système, des membres de ce système, qui se sont solidarisés. Et vous voyez, le Premier ministre Coliné Makosso, le pauvre, il est venu présenter 12 batailles et tout ça. Mais c'est qu'il n'ira nulle part. D'ailleurs, lui-même, il n'a jamais déclaré son patrimoine. Lui-même, il se débat là-dedans. Mais ils se sont fourvoyés. Mais aujourd'hui… Et évidemment, Clément Birassa, on a l'impression que tout ce monde-là s'est mouillé donc la barbe. Tout le monde a pioché, évidemment, dans les caisses de l'État. C'est ce qui… Bon, ce qu'on peut dire, de toute façon, ce n'est plus un secret pour un seul Congolais. Et tout à l'heure, je parlais de Hugues Ngwelondele. Je ne veux pas qu'on puisse enjamber parce que c'est quand même beaucoup d'argent, 400 millions de francs CFA. Et ce monsieur, pour répondre évidemment à cette information qui a été donnée d'ailleurs sur la chaîne de nos confrères Ziana TV, voilà, il réagit par les menaces. Il commence à menacer les journalistes. La question qui s'est posée, tout à l'heure vous l'avez dit, à quoi servent finalement les organes de contrôle d'État au Congo-Brazzaville? D'abord, ta préoccupation a deux aspects. Le premier aspect, c'est celui selon lequel le ministre Hugues Ngolondele aurait, je dis bien, détourné de l'argent qui avait été débloqué par la SNPC pour l'équipe de football. D'abord, une première remarque.
La SNPC, sa mission, c'est de verser les recettes pétrolières qu'elle encaisse pour le Congo au Trésor. Et c'est à partir du Trésor que le ministre des Finances doit pouvoir faire les ventilations pour la réparer. Mais je fais déjà cette note. Maintenant, si il y a eu le déblocage de 400 millions et que ça n'a pas été justifié, il faut que les organes de contrôle prennent en charge. Ça ne peut pas être dit de façon orale par Jana TV et que les structures de l'État s'en occupent pas. Un vol, c'est un vol, un détournement, c'est un détournement. Et c'est là où je reviens à ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, à savoir ce qui se passe aux États-Unis et ce qu'a répondu le procureur de Manhattan, à savoir la loi est la même pour tout le monde, qui que vous soyez. Il n'y a pas de super Congolais. Tous les Congolais sont égaux devant la loi, surtout lorsqu'on parle d'un aspect qui consiste à pratiquement appauvrir l'État à son profit et pour son intérêt personnel. Maintenant, le deuxième aspect, M. Christian Perrin, sur les menaces. Je suis heureux que vous en parlez. Je suis heureux parce que je suppose que vos médias, avec ce que vous dites, les Congolais ont découvert que vous vous battez pour que les Congolais soient imprégnés par la vérité. Et c'est ça qui gêne. On ne dit pas que c'est faux, mais on dit qu'on menace pour aller tuer. J'ai suivi deux vidéos, une de Ayat Tonga et une autre d'un autre site internet où on a dit que Clément Mirassa était en danger de mort, qu'on cherchait à me tuer. Mais ça se passe pourquoi? Mais parce que je dis la vérité. Parce que ce que je dis avec vous dérange. Que ce soit Clément Mirassa, que ce soit vous, vous dérangez. Sur cette question, ce que je dis, M. Christian Perrin, nous n'avons aucun intérêt à baisser les bras. Nous devons au contraire résister, faire en sorte que nous apportons la vérité aux Congolais, quelles que soient les menaces. Je dirais à ceux qui me menacent de mort, etc., ils doivent avoir honte. Le 18 mars 1977, le président Marien Ngouabi aurait été tué dans sa résidence personnelle. Est-ce que c'est à l'honneur des Congolais, ça? Et quelles sont les responsabilités qui ont été établies? Jusqu'à présent, beaucoup de Congolais pensent que la vraie vérité n'a jamais été connue, n'a jamais été dite. Je suis chrétien, je suis préoccupé de ce que, en mars 1977, le cardinal Émile Biayenda ait été enlevé dans les conditions que l'on connaît. Ça ne suffit pas. Tous ces morts, on dit que le 5 juin 1997, le bilan fait apparaître près de 500 000 morts. Ça ne suffit pas aux gouvernants congolais. Et pourquoi, lorsqu'on les appelle au dialogue pour résoudre ces problèmes dans la paix, par le dialogue, pourquoi ils refusent et ils veulent toujours utiliser les procédés pour lesquels ils semblent être les grands spécialistes? Mais je dis, tout ça a une limite. Mais ça ne fera plus peur aux Congolais. Je vous encourage, M. Christian Perrin, en tant que média télé TV. J'encourage vos collègues de Jana TV pour que vous persévérez. Parce que ce n'est pas parce que j'aurais entendu dire que Clément Mirassa est menacé de mort ou quoi, que je lâcherai quoi que ce soit. Au contraire, chaque fois que je pourrai davantage dire la vérité, je le ferai et je souhaite qu'il en soit ainsi pour vous. Évidemment, personne ne lâchera. C'est aussi l'occasion pour nous d'afficher notre soutien indéfectible à nos confrères donc de la chaîne Ziada TV et qu'il faut peut-être il faut continuer dans cette lancée, comme a dit d'ailleurs Clément Mirassa. Personne, et de toute façon, ces petites menaces, c'est un peu, je crois que c'est un temps révolu, ça ne passe plus. Que les gens viennent s'exprimer, qu'ils viennent dire ce qu'ils en savent. S'ils pensent que ce sont des informations erronées, pourquoi pas, cela peut arriver, ben voilà, les plateaux sont libres, ils peuvent venir donner les droits de réponse, ils sont libres à venir à s'exprimer. Alors donc, la question que je posais tout à l'heure était de savoir à quoi servent donc les organes de contrôle d'État au Congo-Brazzaville, parce qu'il y a un autre aspect de choses. Depuis un certain moment, les images circulent sur les réseaux sociaux où on nous montre un appartement, disons, un bien mobilier de M. Évariste Ondongo, qui a construit dans son village. Il est le directeur de la CNSS et dans le même temps, les retraités croupissent dans une misère. Et tout ça, ça n'intéresse personne. Personne ne mène les enquêtes dessus. Évariste Ondongo, c'est un fonctionnaire de l'État. Difficilement, il pourrait expliquer l'origine de ces fonds, comment il a fait pour construire tout cela. Et ça circule sur le net. Ils ne sont jamais interpellés. Avant d'aborder le problème sous cet angle, je voudrais revenir sur un épisode de la CNSS. Vous savez qu'à un moment donné, dans ce pays, on a vu un jeune Congolais qui s'appelait Demi-Dieu,
qui distribuait de l'argent dans les rues, qui faisait. Et finalement, il avait été énoncé également que cet argent sortait de la CNCS et qu'il semble de chaque mois des jeunes comme ça arrivaient à sortir des centaines de millions. Et cette enquête, parce que cette enquête a été lancée, un de nos compatriotes, notamment Morgan, qui semble-t-il est en prison pour l'affaire de Mère Alice, avait été désigné par le ministre de l'Intérieur pour faire une enquête. Il a commencé à faire l'enquête et il avait même mis sur les réseaux sociaux qu'il avait été menacé. Donc, à la CNCS, il y a la situation. Je vous ai dit, M. Christian Perrin, que le FIGA Gate a fait apparaître clairement le système d'enrichissement des gouvernants et des dignitaires du pouvoir congolais. Ça veut dire que chaque structure, parce que si au FIGA, où on lève les fonds, on en a levé, je crois, autour de 15 milliards. On fait ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on vient dilapider les fonds. Il n'y a pas que Lydia, Jacqueline Micolo qui s'est servie là-bas. Moi, je suis convaincu que c'est tout l'appareil du PCT, etc. Mais c'est pratiquement la même chose dans toutes ces structures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de retraités à l'indice 160. On aurait dû être à l'indice 300, mais c'est depuis bientôt une dizaine d'années. Ça veut dire qu'on nous fait vivre pratiquement à la moitié de ce que nous devions percevoir. Est-ce que c'est normal? Mais entre-temps, qui s'est inquiété de ce que Denis Christel Sassou Nguesso est 1853 milliards dans les paradis fiscaux? Qui s'est inquiété de ce que Jean-Jacques Bouya a 2153 milliards dans les paradis fiscaux? Qui s'est intéressé, qui s'est même posé la question de savoir quelle est l'origine de ces fonds? Ce n'est pas ça qui intéresse. Il y a les gens, ils ont comme l'omerta, ils sont solidaires pour la défense de ceux qui sont enrichis au détriment du peuple congolais qu'ils font souffrir. Donc, M. Ondongo, je ne veux pas rentrer là-dedans si les réseaux sociaux ont publié beaucoup de choses là-dessus. Je regrette qu'il n'y ait pas des organes de contrôle, mais la DGST ou la CID, au lieu de chercher à monter des complots contre moi, contre un certain nombre d'opposants, pour que nous soyons arrêtés, que nous soyons incriminés avec des fausses preuves, ils ont de matière à travail et ils devraient se mettre au travail. Et c'est dommage, justement, et nous devons dénoncer le comportement des organes de contrôle qui ne font pas leur travail, qui au contraire favorisent ces détournements, ces vols, cette corruption qui fait que, il y a des gens qui ont beaucoup de réalisations, qui ont soit des immeubles à l'extérieur, soit des constructions à l'intérieur du pays. Mais ça, il faut. Mais, M. Christian Perrin, ce que je veux dire, nous sommes en train d'informer suffisamment la population. C'est à la population de prendre son destin entre les mains, puisqu'on se rend compte qu'ils font souffrir les gens sciemment et qu'ils ne veulent pas réparer, ils ne veulent même pas demander pardon, mais c'est à la population de prendre conscience et à la population de faire, je vous avais déjà parlé d'une procédure que nous suivons toujours. Je souhaite que les Congolais seront nombreux le moment venu à nous suivre dans cette procédure. Je compte bien sur les Congolais pour qu'ils nous suivent. Et nous n'allons pas désarmer, il faut que nous suivons. Nous voulons que les retraités puissent être payés valablement, mais pas que le gouvernement, notamment Coliné Makosso, vienne raconter que c'est l'argent qui viendra du Fonds monétaire. Coliné Makosso sait que 7 de ses ministres, même une dizaine de ses ministres, sont impliqués dans les scandales, dans les crimes économiques et financiers. Ces gens doivent être hors du gouvernement, ils doivent être présentés à la justice et ils doivent répondre de leurs actes et de leurs crimes parce que ça ne peut pas continuer. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous allons donc terminer par un volet qui fait parler depuis un certain temps. C'est la compagnie de transport terrestre Océan du Nord. D'aucuns l'appellent désormais Océan de la mort. Depuis un certain temps, c'est des morts, c'est des accidents, jamais plus d'une semaine sans accident et sans que cette compagnie n'occasionne des morts. Et personne ne s'inquiète de cette situation, ni le gouvernement congolais, ni l'Assemblée nationale. Cette compagnie n'est pas interpellée, alors qu'elle fait, mais vraiment des morts. Merci, Christian, de la question que tu poses. Mais c'est grave. Mais je suis convaincu que l'Océan du Nord appartient à un dignitaire, sinon à un groupe de dignitaires du pouvoir. J'ai été très préoccupé en suivant Jana TV hier et en suivant que depuis janvier jusqu'à maintenant,
Océan du Nord a fait enregistrer 120 morts. Et j'ai surtout été troublé par la réaction que DECO a montrée dans son émission sur la réaction du ministère des Transports. Une réaction véritablement irresponsable et inacceptable. Même si c'est les dignitaires du pouvoir qui sont là, on ne peut pas se permettre de donner la mort aux Congolais comme cela se fait. Mais en résumé, les responsables de cette compagnie, Océan du Nord ou Océan de la Mort, doivent être interpellés. Océan du Nord doit être suspendu et la justice doit se saisir de ce problème parce qu'on ne peut pas tolérer que les Congolais meurent de cette façon. La justice doit se saisir de ce problème parce que, comme Déco l'a dit hier, on a vu le procureur de la République aller voir une femme ou deux femmes qui sur les réseaux sociaux, puisque maintenant, mais comment le procureur de la République ne se saisit pas de ce genre de dossier? Il ne se saisit pas déjà des dossiers relatifs au détournement de fonds, etc., qui enfoncent les Congolais dans la misère. Maintenant, même les actes qui sont posés pour causer la mort aux Congolais, on va en rester indifférent. C'est inacceptable. Et moi, je souhaite, M. Christian Perrin, que les autorités, même si elles sont les propriétaires des bus ou quoi d'Océan de la Mort ou du Nord, prennent les dispositions pour que les transports soient suspendus pendant un certain temps, que la lumière soit faite sur un certain nombre de problèmes avant que les bus de cette compagnie ne recommencent à circuler sur l'ensemble du territoire national. Je crois que les compagnies, les transporteurs doivent prendre des dispositions pour sécuriser les Congolais. Et une toute dernière question, évidemment, mais je vous accorderai vraiment moins de temps, c'est votre commentaire sur la création d'une nouvelle plateforme politique de l'opposition qui rassemble notamment le parti, donc le mouvement républicain, le Parti du peuple et le RDD. J'ai appris qu'il y a eu la création de cette nouvelle plateforme. Nous encourageons les uns les autres à se mettre en plateforme. Je crois que c'est comme une démarche déjà vers le rassemblement. Nous souhaitons qu'il y ait davantage d'idées, de débats entre nous pour qu'au niveau des idées, des débats que nous nous accordons, il parle de l'alternance démocratique en 2026. Il souhaite résoudre les problèmes de la gouvernance électorale, mais nous ne sommes pas encore sûrs que les conditions soient réunies pour que l'élection de 2026 soit également une élection libre, démocratique et transparente. Mais enfin, nous allons tous y travailler, mais nous osons espérer. Et c'est là ce qui est important, monsieur Christian. Le verre est dans le fruit, il faut en tirer les conséquences. Avec le verre qui est dans le fruit, comment nous arriverons en 2026? Et je pense que le président Sassou qui a sorti cette phrase doit pouvoir tirer les conséquences du constat qu'il a fait. Et nous l'attendons parce que nous souhaitons ardemment que les gouvernants actuels accordent une attention particulière aux problèmes de lutte contre la corruption, que beaucoup de faits qui sont membres du gouvernement soient traduits à la justice et pour dans la République. Il n'a aucun intérêt, tant pour lui que pour son pouvoir, à protéger les gens qui se sont distingués par des crimes, par des scandaleux crimes, là où ils sont. Ils n'ont fait que faire enfoncer les Congolais dans la misère et dans la pauvreté. Et il est regrettable qu'aujourd'hui, les Congolais constatent que le président Sassou et les gouvernants congolais ont choisi de protéger ceux qui ont commis ces crimes et nous pensons qu'ensemble, nous devons travailler pour régler cela. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Clément Mirassa d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir été disponible pour nous et pour nos téléspectateurs. Nous reviendrons vers vous pour d'autres questions. Je saisis également l'occasion pour exprimer évidemment au nom de Teler TV et de toute l'équipe Teler TV, notre soutien inconditionnel à la chaîne sœur Ziana TV et à nos confrères qui sont sous la menace de Brazzaville. Des menaces que nous recevons d'ailleurs au quotidien, mais bon, on ne va pas céder. Je crois que les temps ont changé, ce sont là des petites manœuvres, des temps révolus. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs de nous avoir suivis, mais je vais vous rappeler la petite prière, c'est de cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo, de partager au maximum
Cette émission pour nous permettre évidemment d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, des petits gestes qui boostent évidemment les algorithmes de YouTube et de Facebook, des plateformes que nous utilisons pour vous informer. Nous aimerions également vous lire aussi, donc laissez-nous des petits commentaires à la fin de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.